Mais comment faire pour interpréter à haute voix des textes littéraires? Alors, comme le sujet est vaste et qu'une des meilleures solutions pour bien comprendre, m'avait dit, quand j'étais plus jeune, François Perrier, il m'avait dit, si tu veux absolument comprendre comment savoir ce qui est bon, il faut surtout regarder ceux qui ne le font pas bien. Et c'est par la négative qu'on comprend bien ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il est plus dur d'expliquer comment faire. Parce que les ingrédients du, entre guillemets, talent sont pas explicables. En revanche, quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est tout à fait explicable. Hein, c'est beaucoup plus facile aussi d'expliquer qu'un vin est mauvais. Par exemple, s'il est bouchonné, ben c'est simple. Bon, il y en a qui ne le sentent pas, hein. Il y en a qui croient que c'est le goût du vin. Mais enfin, quand on s'y connaît un peu quand même, le bouchon, on le sent. Et donc, l'idée, c'est de vous expliquer aujourd'hui, dans un premier temps, par la négative, un des points qui peut vous intéresser, donc un des points de ce qu'il ne faut pas faire, ou un écueil dans lequel tombent de nombreux interprètes. Vous en reconnaîtrez peut-être certains. Il s'agit donc de ce premier écueil que j'ai intitulé « La lecture neutre » et un sous-titre, peut-être plus Bibliothèque nationale de France, serait « L'impasse bressonienne ». Vous me comprendrez tout à l'heure dans mes explications. Donc, vous allez voir comment et pourquoi la lecture neutre est une impasse, une facilité dans laquelle cèdent de nombreux comédiens depuis les années 60. Une forme, si vous voulez, de maladresse que je qualifierais... Est-ce qu'on peut aller voir, si on peut fermer la porte peut-être, parce que je pense qu'il y a un peu de bruit pour que notre public, qui est venu de loin et qui a bravé exactement de nombreux obstacles, puisse écouter en toute tranquillité. Voilà. Donc ce que je disais, la lecture neutre est une forme de maladresse que je qualifierais d'intellectuelle, qui consiste à penser qu'il vaut mieux lire un texte de façon neutre, d'une voix blanche, vous avez peut-être entendu cette théorie, c'est-à-dire sans esquisser le moindre sentiment ou émotion, afin que l'auditeur puisse lui-même se construire les émotions et se faire une idée personnelle du texte. Une théorie très française. Il s'agit, en tous les cas c'est mon point de vue, je le crains, d'une théorie stérile, théorie qui figurait pourtant jusque dans les années 80 dans les directives de l'éducation nationale, qui demandait expressément aux enseignants de lire à haute voix en annihilant toute invention langagière des grands auteurs et surtout pas de sentiments. Foin de la musique, vive l'ennui. Alors c'est pas ce qu'il y avait marqué dans l'éducation nationale, c'est moi qui rajoute ça. Hein, d'accord. Alors pardonnez-moi de vous dire cela, mais je pense que ça ne fonctionne pas, et bien sûr nous allons l'illustrer. Et n'importe quel musicien classique, ou musicien de jazz, vous dira que jouer un morceau de façon neutre, j'en ai parlé à des musiciens, sans aucune intention, n'intéresse normalement aucun public sain d'esprit. C'est aussi une facilité, par contre, qui permet à n'importe qui de se proclamer interprète de grands textes, puisqu'il est plus facile de lire neutre. Si, ici, cela avait été effectivement un atelier de pratique, je vous aurais fait lire neutre, et vous verrez, vous êtes tous bons. Hein, parce qu'en général, c'est plutôt facile. Donc c'est une facilité, et cela permet, cela ne demande donc aucune formation ni apprentissage, et bien des interprètes, c'est plus facile que de respecter l'intention des auteurs, et notamment la musique, du style des auteurs. Alors, il y a une exception à cela, qu'il faut tout de même noter, c'est que les moines, vous auriez pu me rétorquer, les moines, ils lisent bien de façon neutre. Alors, c'est pas faux, mais ils ont un ton qui est défini, qui est une musique à eux, dont le nom m'échappe maintenant, mais peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est pas la musique atonale, mais c'est la lecture atonale, mais enfin, elle a un nom précis. C'est une façon de lire qui est propre aux moines, et moi qui suis allé dans de nombreux monastères, parce que je me suis intéressé à la question, ils m'ont tous expliqué que c'est pour que chacun lise de la même manière, parce qu'ils lisent à table durant les repas, mais ils ne veulent pas qu'il y en ait un qui soit meilleur lecteur qu'un autre. Parce que
notamment la règle des saints bénédictins, spécifie qu'on ne doit pas se glorifier devant les autres dans un domaine comme dans un autre. Donc, la règle stipule, c'est écrit, qu'il respecte cette diction très particulière afin que tout le monde lise pareil, ce qui prouve bien que c'est facile. Ce qui prouve bien que c'est facile et que tout le monde peut y accéder, puisque justement les moines ont créé ça pour que tout le monde puisse lire de la même manière. Mais ce n'est pas de l'interprétation, d'ailleurs, ils ne le revendiquent pas comme tel. Alors, les militants de la lecture neutre arrivent parfois aussi à culpabiliser les auditeurs, hein, comme les tailleurs dans les habits neufs de l'empereur d'Andersen, qui trompent l'empereur en lui faisant croire qu'il y a quelque chose là où il n'y a rien. C'est une technique qu'on retrouve aussi dans certains metteurs en scène de théâtre, notamment je me souviens d'une anecdote, j'avais vu une pièce de Labiche qui faisait normalement 1 heure, elle avait été montée en 3h30, et je demande au metteur en scène pourquoi c'était si ennuyeux, et il me dit c'est voulu, avec un ton de culpabilisation. Et alors à ce moment-là, bien sûr, tout le monde se tait et tout le monde est plein de respect par rapport à cette idée. Mais on s'en remet quand même, donc ça c'est le problème. D'ailleurs, si vous voulez bien, nous allons tout de suite faire une tentative de lecture blanche, comme je viens de vous en parler, et en live, je vais vous le faire, et vous pourrez ainsi juger vous-même de l'intérêt ou non de cette forme d'expression. Hein. Si je prends par exemple, au hasard, j'ai pris volontairement, non pas au hasard, un texte, un passage de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, répertoire, vous vous en doutez, difficile à lire de façon monocorde, même si la théorie l'exige. Alors, on va essayer de voir ce que ça donne en lisant de façon monocorde un extrait de Notre-Dame de Paris, d'accord? Alors, ça donne ça. Ah oui, c'est un scotch. On ne saurait se faire une idée de la joie de Quasimodo les jours de fête. Il montait les marches du clocher plus vite qu'un autre ne les eût descendues. Il entrait tout essoufflé dans la chambre aérienne de la grosse cloche, puis il criait à ses aides, placés à l'étage inférieur de la tour, de commencer. Ceux-ci se pendaient au câble, et l'énorme capsule de métal s'ébranlait lentement. Quasimodo, palpitant, la suivait du regard. Le premier choc du battant de la cloche contre la paroi d'airain faisait frissonner la charpente sur laquelle il était monté. Quasimodo vibrait avec la cloche. « Ouah !» criait-il, avec un éclat de rire insensé. Enfin, la grande volée commençait et toute la tour tremblait. Vous voyez? Donc, imaginez que je lise 1 heure comme ça. Remboursé. Hein, si c'est gratuit aujourd'hui, remboursé. Donc, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pour quasiment aucun répertoire. Je ne dis pas que pour certains auteurs du nouveau roman, ça ne peut pas fonctionner. Hein, mais, mis à part ces quelques exceptions, où l'écriture a été écrite justement dans cette idée de musique, vous n'allez pas captiver, par exemple, des lycéens en leur lisant Victor Hugo comme ça. Eh oui, parce que, par exemple, à l'école, un prof qui, à un moment donné, va devoir interpréter ce texte, s'il le lit comme ça, il ne va pas être convaincant, il ne va pas donner goût à la lecture de Victor Hugo. Ce n'est pas la musique de Hugo. Alors vous vous rendez donc compte immédiatement que ça ne fonctionne pas, on ne peut pas lire Victor Hugo comme ça. Alors pourquoi? Parce que c'est aussi le but de cette conférence, c'est d'aller un peu plus loin dans les explications. Pourquoi, d'où vient cette grande idée française de la lecture neutre depuis les années 60, 70 plutôt. Et, pour mieux comprendre comment de grands acteurs ou de grandes actrices se sont fourgués dans cette impasse, revenons quelques années en arrière, dans les années 40 ou 50, en nous intéressant au cinéaste Robert Bresson. Vous allez mieux comprendre mon idée de l'impasse bressonienne de tout à l'heure. Dans ces années-là, Robert Bresson crée un cinéma qui fuit la théâtralité des films de l'époque. C'est une invention, c'est une révolution. Il ne s'agit pas pour lui de faire jouer les acteurs au cinéma comme on joue au théâtre, avec, comme il dit, la mimique, les gestes et les effets de voix. Il développe tout un système pour diriger l'acteur et n'en garder qu'un corps maniable qui s'éloignerait du théâtre, pour arriver à quelque chose de neutre.
Vous allez voir où je vais en venir. Cette neutralité que doit avoir l'acteur de cinéma consiste à s'éloigner du jeu, à, je cite Robert Bresson, se dénuer de tout sens dramatique, à ne pas jouer du tout. Ne pas jouer du tout car, je recite, le cinéma est l'antipode du théâtre. Intéressant, logique même, cohérent. Je continue à le citer. Si je l'introduis, l'acteur, dans le domaine des sentiments et que je braque sur lui l'objectif, l'acteur de métier éprouve bien souvent une étrange gêne. Il éprouve uniquement les plis, les habitudes qu'il a pris au théâtre ou dans ses films précédents où l'événement prend la dernière place. Que son talent, en un mot, l'empêche, le retient de me demander, de me donner ce que je demande. Et ce que demande et fait Bresson avec l'acteur, c'est un travail rigoureux en matière de prononciation, dans une rythmique linéaire et sur un ton monocorde. Ça rappelle un petit peu les moines, dont je vous parlais tout à l'heure. Et quand on demande à Bresson comment initiez-vous vos interprètes, Bresson répond par des lectures à haute voix, ce sont les gammes. Alors, c'est donc à travers les lectures à haute voix que l'acteur devient cet outil neutre qui ne joue pas, mais qui, dans les plans bressoniens, laisse parler l'image qui est prédominante. L'image est prédominante. Et ne doit pas être gênée par d'autres sentiments de variation. L'image doit être primordiale, car c'est du cinéma. Et la nouvelle vague, vous avez compris, donc, si vous voulez, en faisant jouer l'acteur neutre, toute la force est mise sur les plans, sur la rythmique des images, etc. Et donc, on valorise le cinéma. Et la nouvelle vague, Godard, Truffaut et surtout Jean Eustache, vont utiliser cette idée, cette façon de faire jouer les acteurs, à la Jean-Pierre Léaud. Hein. Vous avez le ton de Jean-Pierre Léaud qui nous paraissait si bizarre, mais qui venait de là. Il venait de cette idée. Et de là naît un style de jeu très français, loin bien sûr de l'école Lee Strasberg, l'acteur studio, qui est plus émotive, plus sensuelle, et d'où sont issus Al Pacino, Robert De Niro, Meryl Streep, Marlon Brando et bien d'autres. Et ensuite, lorsqu'on demandait à ces acteurs français de la nouvelle vague de lire en public, parce qu'à un moment donné, ils avaient appris avec un cinéaste à travailler d'une certaine manière, à travailler en lisant à voix haute, mais de façon monocorde, on leur demandait donc de lire en public, et bien ils reproduisaient cette façon de faire, puisqu'elle était validée par tous les cahiers du cinéma et les intellectuels de leur temps. Donc pourquoi, si on voulait avoir bien, être officiel, eh bien on lisait de cette façon, style Bresson, en public. Le problème, vous avez peut-être déjà compris, est que le style de lecture appliqué seul à la lecture sans image, sans le cinéma, n'a plus le même sens, puisque justement il s'agissait de lire neutre pour donner toute la force à l'image, et que lire neutre pour faire chic ou bressonien n'a aucun sens artistique tout seul. Et voilà, je pense, l'écueil dans lequel tombent, on va dire encore aujourd'hui, de nombreux acteurs et actrices du bon cinéma français, pour lequel Bresson est encore une référence sacrée, un peu, vous savez, comme l'art, dans l'art, le tableau carré blanc sur fond blanc de Kazimir Severonovitch Malevich, inventeur du suprématisme. Vous savez tous, le carré blanc sur fond blanc, hein, il y en a un d'ailleurs ici, là, vous voyez, ça marche bien, marque donc, ce carré blanc sur fond blanc, marque un tournant, hein, on peut parler de Duchamp aussi, enfin bref, un certain nombre de choses marquent un tournant dans l'art. Et pour nous en assurer maintenant, parce que, je ne l'ai pas dit, mais cette conférence est aussi illustrative, d'où mon ordinateur, tout ça, puis vous allez, parce qu'il ne s'agit pas juste de parler, c'est comme le vin, si on parle tout le temps du vin et on ne le fait jamais goûter, on ne comprend pas bien. Hein. Donc pour vous assurer maintenant, nous allons écouter une prestation récente, une lecture à l'Odéon, Théâtre de l'Europe, donc le 17 mars 2015, donc il n'y a pas longtemps, en partenariat avec France Culture et Le Monde des Livres, hein, donc ça rigole pas quand même, hein, où une de nos plus grandes actrices lit une adaptation de Laure Adler du roman « Tandis qu'elle agonise, Thérèse mon amour » de Julia Kristeva, devant une salle bourrée, enchantée de voir la star en vrai, et qui, maintenant,
va devoir l'écouter. Alors, je ne donne pas le nom, parce que je ne suis pas là pour dénoncer des gens, puisque je les critique pas méchamment, c'est pour, pédagogiquement, pour avoir un outil. Hein, puis celui-ci me paraissait bon. Donc je ne donnerai pas le nom de l'actrice. Si vous la reconnaissez, c'est votre affaire, peu importe. Hein, c'est pas le débat, si vous voulez, dans cette conférence, de cibler un acteur. Savoir sert de repère pédagogique. Je vous propose d'écouter tout d'abord, parce que ça c'est intéressant, comment Julia Kristeva présente le personnage de Thérèse, donc la voix du livre, et donc l'esprit de son livre. Parce que elle explique à l'Odéon comment elle veut que l'interprète interprète son livre. Et j'ai coupé le nom de l'interprète à la fin de la présentation, bien sûr. J'espère que je ne me suis pas trompé de bande. Alors, on va donc écouter la présentation de Julia Kristeva. Je la vois comme une contemporaine, comme une femme moderne, énergique, extatique, pleine d'amour, complètement abandonnée à sa foi, d'une sensualité extrêmement vibrante et charnelle. Et je me suis demandé qui peut incarner aujourd'hui, quelle actrice peut être à la hauteur de ce génie féminin si particulier. Je n'en voyais qu'une. Je vous salue Thérèse. Petit bug. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu dans cette présentation? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Comment veut-elle que l'interprète? Quels sont les mots qu'elle emploie? C'est intéressant. Je vous pose la question, vous allez répondre, mais je vous fais participer, mais... Vous voulez que je vous fasse réécouter? Parce que c'est intéressant. Hein? Non, elle veut que ce soit charnel, vivant, passionné. Voilà, madame. Voilà, ben oui. Avec des oppositions, parce que extatique et énergique, je vois pas trop... Oui, bon. Et ça, c'est Kristeva. Hein. Oui, bah, on va y revenir, François. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais j'ai choisi aussi. Oui, non, c'est pas... non, voilà. Alors, bon, je vois que vous êtes déjà des pros là, hein, c'est bien. Bon, vous avez bien entendu comme moi, donc, les mots, les adjectifs, les tournures qu'emploie Julia Kristeva pour définir son personnage, donc énergique, hein, bravo madame, extatique, plein d'amour, d'une sensualité extrême et vibrante et charnelle. Hein? Là, si on n'a pas un package... Alors, à quoi on s'attend? Eh bien, on entend tout ça. Logique. Hein? On a tous entendu la même chose dans la présentation. J'invente donc rien, on est d'accord. Écoutons maintenant, suite à la présentation de Julia Kristeva, comment notre célèbre actrice va se débrouiller. Je vous salue Thérèse, femme sans frontières, physique, érotique, hystérique, épileptique, qui se fait verbe, qui se fait chair, qui se défait en soi, hors de soi, flot d'images sans tableau, tumulte de paroles, cascade d'éclosions converties en langues à l'écoute de qui, de quoi, écoute le temps gravé, tympan, gorge, cri et cri, nuit et lumière, trop de corps et sans corps, hors matière, matrice vide, béante, palpitante, pour l'aimer toujours présent, sans jamais être là. Mais il y a être et être. Il est en elle, elle est en lui. Pressenti, senti, englouti, sensation, sans perception, d'art ou cristal, transpercée ou transparente, telle est la question. Transverbération plutôt, et encore inondation. Alors, intéressant, est-ce que par rapport à la volonté de Julia Kristeva, est-ce qu'on retrouve donc tous les descriptifs extatiques, charnels, sensuels, etc. Oh que non. Bien sûr, il serait difficile de dire oui, hein, puisque ça ressemble plutôt à la lecture que je vous ai fait de Victor Hugo tout à l'heure. C'est aussi pour ça que je vous l'ai faite avant. Vous voyez, tout le monde peut le faire. Honnêtement, tout le monde peut le faire. Avec un bon micro, on y arrive. Peut-être 3-4 minutes de coaching, histoire. Et puis surtout, bon, il ne faut pas bafouiller. Ça, c'est vrai. Voilà, il ne faut pas bafouiller, parce que là, quand même, les seules choses que les gens repèrent, c'est quand on bafouille, là, ah non, il n'est pas bon. Là. Ah si, il bafouille, il n'est pas bon. Hein. Mais bon, à part ça, bon, ça va. Hein. Donc ça dure 1h30, comme ça.
1h30 avec parfois des intermèdes de musique. Voilà. Moi, j'étais dans la salle ce soir-là, invité par Birnbaum, le directeur du Monde des Livres, et je dois dire que j'ai eu quelques difficultés à rester digne. On est d'accord que dans la prosodie choisie par l'actrice, nous entendons qu'elle ne tient absolument pas compte des conseils de Julia Kristeva, hein, énergique, extatique, plein d'amour, etc. Et qu'aucun auditeur honnête ne pourra me dire qu'il a été transporté par cette lecture. Ou qu'il est rentré, ou quand j'ai arrêté la lecture, non, non, attendez, continuez, non, hein, j'ai pas senti ça. Même à l'église, parfois c'est plus intense. Pour la défense de notre actrice, il faut dire que le texte n'est pas facile à lire. Hein, j'avoue, je reprends le début du texte. Je vous salue, Thérèse. Alors, elle respecte bien les virgules, etc. Ça va. Je vous salue, Thérèse, femme sans frontières, physique, érotique, hystérique, épileptique, qui se fait verbe, qui se fait chair, qui se défait en soi, hors de soi, flot d'images sans tableau, tumulte de paroles, cascade d'éclosions. Enfin, franchement, peut-être qu'il était sage de ne pas lire ce texte, ni à l'Odéon, ni ailleurs. À voir, ce n'est pas à nous de décider. Alors, même quand il ne s'agit pas de littérature, il n'est pas non plus toujours de bonne aloi de lire monocorde. Par exemple, à la télé, on l'a vu récemment pour nos présentateurs, ou les présentateurs, ou les hommes politiques, qui souvent ont un prompteur, hein, quand ils font une déclaration, il s'agit quand même de faire passer quelque chose. Hein. On a vu par exemple Macron, qui a fait passer plusieurs choses lors de ses déclarations d'élection. Une fois, trop de joie, et la deuxième, on a l'impression que c'est un enterrement. Hein, c'est-à-dire que la première déclaration, quand il a été élu, c'était une voix funèbre, vous disiez, qu'est-ce qui lui arrive? Il était plus rigolo après sur scène au Louvre. Mais, donc, il faut faire attention, la voix neutre peut porter, peut avoir des conséquences très graves. Je vais vous faire écouter un exemple amusant, parce qu'on est toujours sur le neutre aujourd'hui. Écoutons par exemple une lecture sur prompteur du président suisse pour les vœux de la nouvelle année, et notamment, une des priorités de son programme, vous allez le voir, c'est le rire. Hein, voilà. Et donc, le rire auprès des malades, et donc il annonce il dit que le rire auprès des malades, c'est important. Alors, comment on pourrait annoncer ça? Expliquer aux gens que rire, c'est bien. Normalement, il faut y mettre un peu de joie, on va voir ce qu'il fait. Hein, ce que ça donne. La petite musique, le jingle de la nouvelle année. Vous connaissez ce truc-là? Non? Chers malades, chers proches, amis et connaissances de personnes malades, chers personnels soignants, rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Reste encore à savoir pourquoi on rit. Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision, ce n'est pas un bon rire, à mon avis. En revanche, rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Mais ça dure comme ça 10 minutes. Donc, problème, vous voulez motiver ceux qui vous ont élus en leur vendant le rire pour les malades, ce qui est une bonne idée hein, en soi. Mais voilà, un problème de ton, de lecture, vendre le rire aux malades, en se présentant presque comme un malade, il y a donc, vous l'entendez vous-même, un problème, et donc, lecture neutre, là, ne marche pas. Alors nous avons vu tout à l'heure que les moines lisaient volontairement durant les repas, et nous avons évoqué la raison de ce choix. Mais nous pouvons nous interroger sur cette façon de lire pour le grand public, et même pour les croyants. Lecture de la Bible, hein, là aussi, on entend souvent ça. Alors, je vous fais une lecture. Donc, c'est une lecture extraite d'une récente traduction, je peux dire aux éditions Bayard, où ils avaient décidé d'enregistrer la Bible, justement pour redonner envie aux gens d'écouter la Bible et voilà. Alors, ça donne ça aussi. Premier Dieu crée ciel et terre, terre vide solitude, noir au-dessus des fonds, souffle de Dieu, mouvement au-dessus des eaux. Dieu dit lumière, lumière il y a. Dieu voit la lumière, comme c'est bon. Dieu sépare la lumière et le noir, Dieu appelle la lumière jour et nuit le noir.
soir et matin, un jour. Etc. Donc là aussi, dommage, bon là on peut débattre, hein. Il y en a qui disent, là aussi, même théorie pour les fidèles, il faut lire neutre, etc. Mais au fond, aujourd'hui, on peut se demander si on n'aurait pas intérêt à relire de façon vivante la Bible pour redonner envie d'écouter ce fabuleux texte. Il y a des traductions, notamment celle de Chouraki, qui est vraiment extraordinaire, très difficile à lire certes, mais qui déjà est traduite de manière vivante et qui pourrait faire office d'une lecture passionnante. Alors, moi j'ai trouvé quand même quelqu'un, parce que c'est la conclusion de cette première masterclass qui était donc sur le neutre. Je rappelle, les deux premières masterclass portent sur des sujets par la négative, c'est-à-dire les écueils dans lesquels on tombe souvent. À 16h30, je parlerai de la lecture chantée, donc autre problème que nous pouvons rencontrer. Mais pour finir, et pour vous distraire un petit peu, après tout ça, je vous propose d'écouter le début de la Genèse, justement, dans une traduction très intéressante, pour vous montrer qu'il y a des solutions pour rendre vivant la Bible. C'est une lecture d'un extrait de la Genèse traduite en pidgin par l'abbé Kodjo. Alors ça, c'est intéressant, parce que dans les années, je crois, 60, Paul Kodjo, qui est un religieux ivoirien, s'est rendu compte que lire la Bible de Jérusalem ou une traduction X ou Y ennuyait profondément les fidèles qu'il avait face à lui. Et donc, voilà quelqu'un qui s'est dit, au lieu de continuer à lire de manière absurde, et que tout le monde m'écoute sagement en pensant à autre chose, je vais traduire la Bible dans une langue qui est vivante, qui est proche de ces gens. Exercice fabuleux, intéressant. Et le résultat est un texte que je vais vous lire maintenant, et ce que je vais lire, je le précise à l'avance, je lis là exactement ce qu'il y a écrit. Je n'invente rien dans ma lecture, puisque c'est du pidgin. Alors, pidgin, dit aussi vulgairement petit nègre, mais là-bas, ils l'appellent eux-mêmes le petit nègre, est une langue d'autochtone, mais c'est du français. C'est-à-dire, par exemple, dans le cadre de la francophonie, il m'est arrivé de dire ça, parce que c'est une forme du français. Hein, le français a des sonorités multiples. J'ai pas assez de conférences là pour parler de tous ces sujets qui sont passionnants, mais le son du français peut prendre multiples formes. Donc, on va lire le début de la Genèse en pidgin. Accrochez-vous. Avant, c'est les dieux seuls qui en a. Lui seul, il posait longtemps, et puis il pensait son tête. Il dit qu'il va faire les noms. Mais avant qu'il va faire les noms, il a fait tous les quelque chose qui nous, sans yeux, il les voit. Et pour faire tous les quelque chose, il va pas prendre à rien, il les prend son bouche-parole seulement. Les dieux, il est parlé comme ça. Il faut que clair, il y en a. Et puis voilà, clair. Il est parlé encore comme ça. Il faut que Zag, il y en a. Et puis voilà, Zag. Il faut que le soleil avec l'île, avec les étoiles, il y en a. Et puis voilà l'heure. Il faut que poisson avec les oiseaux, il y en a. Et puis voilà l'heure. Il faut que les animaux qui sont au village avec les animaux qui sont à la brousse, il y en a. Et puis voilà l'heure. Les dieux, il les prend 5 la journée pour faire tous les quelque chose. Quand il est ouvert son des yeux pour voir tous les quelque chose qu'il fait, voilà, leur tout en sont zoli. Les dieux, il est content, mais il a besoin, il va au repos. Mais avant qu'il va au repos, il dit qu'il va faire les noms. Alors, il les prend un peu la terre, il les débrouille, et puis, whoop, il y fait les noms. Donc, vous voyez, on a là quelque chose. Alors, bien sûr, c'est un peu un contre-exemple, puisque je lis ça dans une langue qui, justement, n'est pas la vôtre, mais on peut imaginer, faire l'effort qu'il a fait, cet effort sonore, un effort vivant, adapter un texte à un son qui est le son de là où il vit, et on se doute bien, écrit comme ça ne peut pas être lu neutre. Enfin, je veux dire, ça ne serait pas possible. Hein. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement vivant qui permet, d'une certaine manière, de faire découvrir la Bible ainsi.